Alors, dernier chargement. J'ai vérifié sur mon téléphone que nous sommes bien en direct. Je crois qu'on est en direct. Tout à fait. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent via Facebook en live. Bonsoir Dominique Sopo, président de SES Racisme. Nous sommes Bonsoir. absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Je m'appelle Jérémy Chamla, je suis président de l'Union des étudiants juifs de France de l'Université Paris 1. Et avant de commencer, nous aimerions vous présenter les différentes associations organisatrices de cette conférence. D'abord, la FEDER, Fédération des enfants de la République, que vous connaissez bien, soutenue par diverses associations telles que l'UEJF Paris 1, Débat Trans-Sorbonne ou encore SOS Racisme, justement, et qui a une ambition simple, celle que dans les conseils centraux de l'université siègent des élus garants de la liberté d'expression, de la laïcité, du vivre ensemble et de l'ensemble des valeurs républicaines. J'en profite donc, dans ce contexte électoral à Paris 1, pour appeler les étudiants de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui devront voter dès demain jusqu'à jeudi en ligne pour leur dire que si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, si vous êtes sensible à ces thématiques et que vous voulez des élus étudiants, il vous faudra voter pour la FEDER, Enfants de la République. Par ailleurs, autre association organisatrice, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui est une association engagée et militante, ayant vocation à faire vivre la culture juive, certes, mais aussi et surtout à promouvoir les valeurs de la République. De même, l'UEJF est particulièrement engagée dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme et l'ensemble des haines. Je laisse désormais la parole à Grégoire Lauvergne pour débattre en Sorbonne. Bonsoir à tous, Grégoire Lauvergne, je représente Débattre en Sorbonne. Débattre en Sorbonne est la tribune des universités de Paris. Nous incitons les étudiants, les jeunes et les moins jeunes à découvrir les enjeux du monde contemporain par la promotion de l'art du débat. Nous avons le plaisir de recevoir, comme aujourd'hui, par le son et par l'image en temps de pandémie, des personnalités de tous les horizons. La parole est ainsi donnée à des acteurs du monde politique, économique et culturel, au plus grand plaisir de l'auditoire. Débattre en Sorbonne, c'est aussi un lieu d'échange qui nous enseigne l'art de s'exprimer, d'argumenter, à l'image de nos débats et de nos rencontres oratoires interuniversitaires. Un esprit Sorbonne, en somme, qui sait qu'au fondement de la démocratie se trouve la liberté des opinions et que le débat public en est le lieu. Nous recevons ce soir un professeur autant qu'un président. Dominique Sopo, vous reprenez les rênes de SOS Racisme depuis 2014, après avoir présidé l'association pendant près de 10 ans dans le passé. Si je devais vous présenter en quelques mots, je dirais d'abord que c'est le nord de la France qui vous a vu grandir, à Valenciennes, où vous avez fait vos classes. Vous quittez le nord pour lui préférer la capitale, comme un autre président après vous, pour rejoindre les bancs de Sciences Po. Vous étudiez par la suite l'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jusqu'à cette agrégation qui mettra le point final à vos études. Mais ce parcours universitaire ne devrait pas faire de l'ombre aux militants que vous êtes, à commencer par ce jeune science-piste de 1995 qui ne résiste pas au charme du syndicalisme étudiant. Vous voilà responsable à l'échelle de toute la région parisienne de ce que nous appelons l'UNEF aujourd'hui. Il faut y voir le début d'une carrière ambitieuse, attaché parlementaire d'un certain Julien Drey, adhésion aux jeunes socialistes la même année, et vous voilà nommé président de SOS Racisme en 2003. Certes, il n'y aura pas de mots plus pertinents que les vôtres pour présenter l'association que vous présidez, créée en 1984 dans les cercles proches du Parti socialiste et dont le but est de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et plus généralement toutes les formes de discrimination. Et nul ne peut ignorer aujourd'hui votre slogan « Touche pas à mon pote », pastiché avec votre aval par cette émission de télévision qui, dans le fond,
ne vous rend pas vraiment service. Elle aura cependant le mérite de rappeler les valeurs pour lesquelles vous militez et qui rassemblent d'ailleurs plusieurs milliers d'adhérents. C'est sans compter ces nombreux sympathisants qui arborent depuis 1985 ce slogan à la poitrine, message en noir sur main jaune, qui leur permet à leur manière de promouvoir l'intégration des jeunes étrangers sur notre territoire. C'est un combat de tous les instants que vous menez en tant que porte-parole de l'antiracisme et du respect des différences. Dominique Sopo, je vous écoutais sur les ondes de France Inter il y a quelques semaines. On vous disait qu'il y avait du pain sur la planche, et pour cause. Augmentation de 130% du nombre de faits racistes et xénophobes selon les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur rendues publiques le 26 janvier de cette année. Faut-il y voir l'aboutissement d'un discours sans complexe, à l'heure où l'antiracisme se fait de plus en plus discret sur les ondes? En préparant cette conférence, je suis retombé sur cette phrase de Coluche, qui était aux côtés de l'association dans ses premiers jours. « Il y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France », balançait-il. Et c'est avec la même ironie qu'il disait en 1974 ce discours qui ne cesse de résonner aujourd'hui. Le racisme n'existe pas. Posez la question autour de vous, personne n'est raciste. On croirait l'entendre aujourd'hui au travers de ce « je ne suis pas raciste, mais » le syndrome d'une France qui n'en a pas fini avec la haine. À l'heure où la banalisation de ces discours est devenue une réalité objective, quand elle s'installe par exemple sur un plateau de télévision, vous revendiquez, vous, votre boycott du canal 16 de la TNT. Faut-il parler plus franchement de la zémourisation du paysage audiovisuel français, qui pourtant tient sa part de responsabilité dans la prolifération des discours de haine sur la toile? Les réseaux sociaux deviennent alors les territoires d'une nouvelle résistance citoyenne en proie à la pensée unique, à la bien-pensance et au politiquement correct. Quand la liberté d'expression devient l'étendard de la haine, un contre-argument avancé par les détracteurs de l'antiracisme, c'est une véritable bataille des idées qui s'impose. Mais des esprits font de la résistance. Contre la stigmatisation et la haine de l'autre, vous en êtes aujourd'hui, Dominique Sopo, l'une des figures incontournables. Je laisse donc à Jérémy le soin de poser la première question pour ouvrir ce soir notre débat. Merci Grégoire. Dominique Sopo, comme l'a rappelé Grégoire avec éloquence, je trouve, on assiste hélas à une recrudescence des actes racistes, des actes antisémites, antichrétiens, anti-musulmans, de l'ensemble des actes de haine globalement. Quelle analyse tirez-vous de cette recrudescence de ces actes? Quel regard portez-vous sur le climat actuel en France sur ces questions? Je vous remercie. D'abord, merci pour l'invitation. Une toute petite remarque sur l'introduction. Je n'ai pas donné mon aval pour que le slogan soit utilisé par Cyril Hanouna, « Touche pas à mon pote ». Il m'en a averti une fois que cela a été fait. Mais bon, c'est ainsi. Sur le retour ou l'augmentation des faits de haine, des actes de haine qui sont enregistrés en France sur l'année 2019, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est sans doute face à plusieurs tendances. Il y a d'abord la tendance, vous l'avez dit à plusieurs reprises, d'une banalisation de la parole de haine dans l'espace public, sur les espaces médiatiques, chez des intellectuels ou des pseudo-intellectuels, chez des responsables politiques qui vont avoir des discours extrêmement malveillants vis-à-vis de tel ou tel groupe dans la population. On l'a vu vis-à-vis des musulmans, des arabes, des noirs, sur les réseaux sociaux vis-à-vis des juifs ou des asiatiques, et aussi des musulmans, des noirs et des arabes d'ailleurs au passage. Et on sait bien que, d'où d'ailleurs les limites à la liberté d'expression, on sait bien qu'il y a une relation entre la banalisation d'un discours et des passages à l'acte. Et c'est aussi parce que l'histoire nous a enseigné qu'il y avait une relation entre la banalisation de ces discours et de ces passages à l'acte, qu'il y a de quoi être extrêmement inquiet. C'est pour cela que SOS Racisme, parfois avec d'ailleurs, même souvent, avec l'Union des étudiants juifs de France,
nous sommes parfois devant les tribunaux pour faire condamner les Dieudonné, les Soral, Zemmour également, toute une série d'individus qui vont utiliser l'espace public pour déployer des logiques de haine et pour venir légitimer les logiques d'infériorisation, de stigmatisation contre telle ou telle partie de la population. Donc cette ambiance finalement de parole qui s'appuie aussi sur des éléments traumatisants, on peut penser aux attentats, on peut penser aux crimes divers qui ont pu être commis, qui vont s'appuyer sur cette ambiance pour ajouter de la haine à la haine. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il y a aussi peut-être une plus grande sensibilité des gens aux logiques de haine et davantage aussi de réclamations qui sont faites, davantage de plaintes, une plus grande sensibilité à ces sujets, puisque ici, lorsqu'on parle du nombre d'actes, on parle du nombre d'actes qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire ou qui ont été enregistrés. Et lorsque l'on est sur des actes enregistrés, il y a évidemment, est-ce que ça montre l'augmentation du nombre d'actes ou est-ce que ça montre le fait que les gens se plaignent davantage et que des dispositifs permettent de recueillir davantage qu'auparavant ces plaintes. Et le dernier élément que l'on pourrait citer, c'est que ces crispations que l'on voit dans la société sont aussi dues paradoxalement au fait que l'égalité progresse. Il y a un chemin de promotion des populations d'origine maghrébine et subsaharienne qui est très net. Si on regarde à la création de SOS Racisme, les personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne étaient très massivement des personnes étrangères et des personnes avec une très faible qualification. Et donc, elles n'entraient pas en concurrence, notamment avec toute une partie de la bourgeoisie, qui d'ailleurs, à l'époque, était très massivement antiraciste, puisque finalement, qu'est-ce que ça lui coûtait d'être antiraciste? Tant que Mohamed était un ouvrier spécialisé qui travaillait chez Renault et qui, de toute façon, on pensait qu'il allait retourner chez lui une fois qu'il serait à la retraite, bon, très honnêtement, être antiraciste ne coûtait pas très cher à certains. Maintenant que les enfants de Mohamed sont français qualifiés et disent « mais au fait, on va prendre peut-être la place de ton enfant à toi », bon, bah, évidemment, certains se disent « tiens, peut-être qu'il y a un problème avec Mohamed et ses enfants et peut-être qu'on va aller leur chercher un peu des poux dans la tête parce que cette marche vers l'égalité, à la fin, ça veut dire très concrètement, quand on va vers l'égalité, qu'il faut partager le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, le pouvoir symbolique. » Et là, on rentre dans des phénomènes parfois de crispation de personnes qui vont se dire « il faut absolument arrêter cela tout de suite, parce que si on n'arrête pas cela, eh bien finalement, ce sera trop tard et on va basculer dans une autre France qui ne sera pas la France telle qu'on la connaît. » Et le dernier élément qui peut être davantage lié notamment à l'expression de l'antisémitisme ou récemment de la haine anti-asiatique, mais qui renvoie aussi à l'expression du grand remplacement, c'est aussi comment on est sur des logiques de bouc émissaire très fortes face à un monde qui est vu comme étant angoissant, face à un monde dont on ne comprend pas très bien comment il tourne, et on sait très bien que dans ce type de situation, on va être à la recherche de réponses faciles, on va être dans la recherche d'une incarnation de l'origine de nos problèmes, et que évidemment cette incarnation, on va la trouver notamment dans des groupes par rapport auxquels tout un discours est déjà prêt pour pouvoir les démoniser, les stigmatiser, les frapper et expliquer qu'ils seraient responsables de l'ensemble de ce qui nous tombe sur le coin de la tête. Et on le voit bien à travers les inégalités, la mondialisation, le terrorisme, les problèmes sanitaires, où là aussi, on a vu que certains, une fois de plus, ont trouvé que c'était de la faute des Juifs, bon, ce qui est une vieille figure du bouc émissaire pluricentenaire, notamment en Europe. Donc voilà un peu les différentes dynamiques qui, de mon point de vue, expliquent cette situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation de circulation de paroles extrêmement malveillantes vis-à-vis de groupes dans la société, diversement catégorisés, selon de là d'où vient la haine. Merci beaucoup, c'est vraiment très éclairant. Et vous avez, face à ces constats, vous avez évoqué la question judiciaire face aux actes de haine, l'idée qu'il faille aller devant le tribunal pour stopper cette haine. Est-ce que concrètement, SOS Racisme et d'autres ont d'autres moyens de lutter efficacement et concrètement et dans le respect des droits contre cette haine? Alors, d'abord, nous allons devant les tribunaux pour rappeler
Parce que certains envoient sur les réseaux sociaux toute une série de personnages d'extrême droite disant, comment dire, vous poursuivez les gens devant les tribunaux, c'est scandaleux, vous mettez en cause la liberté d'expression. D'abord, la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de haïr. Et les gens qui expliquent qu'ils sont pour la liberté d'expression, et quand on leur dit, mais vous êtes vraiment pour toute la liberté d'expression, ils disent, oui, bien sûr, mais la liberté d'expression, c'est aussi la liberté, par exemple, de dire qu'on est pour la pédophilie. Non, on n'a pas le droit en France de dire qu'on est pour la pédophilie, c'est interdit. Quand on dit ça aux gens, personne ne va venir dire c'est scandaleux. Et donc, c'est étrange, c'est que les gens qui disent qu'ils sont pour la liberté d'expression, c'est toujours la liberté de dire que les Noirs sont des nègres et que les Juifs sont des youpins, et que les homosexuels sont des tarlouses. Parce qu'en fait, c'est ça au final. Ce sont donc des gens qui viennent expliquer qu'on ne peut plus rien dire parce qu'on ne peut plus insulter les Noirs, les Arabes, les Juifs et les femmes. À se demander d'ailleurs, quand ils disent on ne peut plus rien dire, de quoi était constituée leur conversation tous les jours, parce que c'est quand même étrange de ne plus pouvoir rien dire à partir du moment où on ne peut plus haïr tel ou tel groupe dans la société, de se dire qu'on est privé de parole. Ces gens devaient avoir des drôles de journées en termes d'expression orale. Et donc, il y a effectivement des limites à la liberté d'expression qui ne sont pas posées par SOS Racisme ou par l'UEJF ou par telle ou telle organisation de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, qui sont posées par la loi. Et c'est quoi la loi? Ce sont les règles que nous nous sommes collectivement données pour vivre ensemble. Et c'est au nom de cette loi qu'il y a des condamnations qui sont prononcées contre des personnes qu'un tribunal a estimé qu'elles avaient enfreint la loi, tout simplement. Et donc, c'est au nom du peuple français qu'il y a des condamnations. Ça n'est pas au nom de SOS Racisme, ça n'est pas au nom de l'UEJF, ça n'est pas au nom de SOS Homophobie ou de je ne sais qui d'autre. C'est quand même important à rappeler. Et donc, l'utilisation du droit par des associations comme SOS Racisme ou d'autres, ça sert aussi à rappeler cela, rappeler ce qui fait la base du contrat social en France. Évidemment, la justice n'est pas la seule voie possible, parce que de toute façon, lorsque la haine finit par emporter une société, vous avez beau avoir toutes les lois que vous voulez, ce n'est pas ça qui empêchera la stigmatisation, le fait d'ostraciser les gens, le fait de les frapper ou le fait de les tuer. Il y a plein de situations dans lesquelles il est interdit de tuer des gens, et pourtant il y a des gens qui sont tués en raison de leurs origines, de leur religion, de leur couleur de peau, sans même être inquiétés par la justice ou par le pouvoir qui a basculé lui-même dans la haine, sans même avoir eu à changer le droit. Et donc, le droit est utile parce que ça rappelle ses règles, mais il faut aussi évidemment travailler sur les consciences. Et c'est ce que nous faisons en intervenant en milieu scolaire. Par exemple, cette semaine, il y a des interventions dans le Dunkerquois avec un programme qui s'appelle Coexiste, qui est un programme qui a été fondé par l'UEJF et que SOS Racisme a rejoint dès les premières années, pour déconstruire les préjugés auprès des collégiens et des lycéens. Donc voilà un travail utile où il y a des militants qui s'engagent concrètement pour faire évoluer les consciences. SOS Racisme intervient aussi, indépendamment de ce programme, en milieu scolaire, dans toute une série de projets, fait reculer les discriminations, des projets autour de Martin Luther King pour parler des droits civiques et de la non-violence, des projets qui visent aussi à démonter les théories du complot, un projet que l'on fait aussi avec Charlie Hebdo qui s'appelle #JeDessine pour parler de toute une série de valeurs de la République, de la liberté d'expression, de la confusion qu'on peut faire parfois entre la critique de la religion et la haine entre des gens à raison de leur religion, enfin, toute une série de thématiques qui sont brossées parce que nous pensons que la jeunesse est un élément fondamental de progrès des sociétés et que nous sommes souvent révulsés par les discours très malveillants qu'on entend vis-à-vis de la jeunesse. Quand on entend certains politiques, on dirait que la jeunesse est vraiment, j'allais dire, le secteur de la société par lequel le danger arrive. Je tiens à faire remarquer qu'il n'y a pas de problème de jeunes. Parce que s'il y a des problèmes avec la jeunesse, c'est un problème d'abord avec les vieux qui les ont rendus comme ça, si tant est qu'il y a un problème. Donc déjà, quand des vieux viennent dire quand même les jeunes, ils sont bizarres, qui se posent déjà des questions. Et puis deuxièmement, les jeunes, ils ne sont pas bizarres, ils sont même plutôt moins racistes que leurs aînés, au demeurant, toutes les enquêtes le montrent, et que donc il y a un enjeu fondamental de la question de comment la jeunesse va se positionner par rapport à des discours malveillants, par rapport à des préjugés qui circulent dans les sociétés, etc., pour faire en sorte que de cette jeunesse naissent les conditions d'une société davantage fondée sur l'égale dignité entre les individus.
Merci beaucoup. Dominique Sopo, je pense également ce soir à la police qui fait l'objet d'accusations dans la bataille contre l'antiracisme. On sait combien l'IGPN peine à traiter efficacement les questions de racisme au sein même de la police. N'y a-t-il pas, selon vous, un problème intrinsèque dans la police des polices en matière de lutte interne contre les discriminations? Il y a d'abord un problème dans la police, avant d'avoir, mais les deux sont liés. C'est que nous sommes sur un corps d'État qui est très largement traversé par des questions de racisme. Je tiens quand même à faire remarquer que les études montrent que 50% des policiers, au premier tour de l'élection présidentielle, auraient voté pour Marine Le Pen. Je ne pense pas que ce soit parce qu'ils voulaient qu'on sorte de l'euro, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, évidemment, il y a un problème. On voit bien comment circulent avec une certaine licence des propos racistes, avec des collègues même d'ailleurs d'origine maghrébine et subsaharienne qui se plaignent d'être maltraités du fait de leurs origines. Comment peut-on accepter que dans la République, un corps de l'État soit composé de commissariats, de brigades, qui, lorsqu'ils parlent des jeunes de quartier, entre collègues, parlent de cafards et de bâtards? Ça n'est pas admissible. Donc, il y a un problème qui est un problème qui renvoie sans doute à plusieurs problématiques. Le fait qu'on est sur un corps qui est très lié à la question de l'ordre, et on sait bien que ces questions de l'ordre vont avoir une plus grande tendance à vous emmener sur des logiciels politiques qui sont des logiciels politiques aussi du refus du changement et du refus de la figure de l'autre. On est aussi sur un corps qui est un corps, évidemment, où il y a du danger. Hein. Quand on est policier, on n'est pas fleuriste. On peut, en faisant son métier, mourir de faire son métier. Alors, évidemment, on peut mourir en étant fleuriste si on se fait renverser en traversant la route. Mais bon, a priori, on ne va pas se faire agresser par une rose ou par une chrysanthème. Donc, on peut mourir. C'est donc un métier de danger. Et dans ce métier du danger, il y a nécessairement, structurellement, ontologiquement, si je puis dire, quelque chose qui est de l'ordre du corporatisme parce qu'il faut pouvoir compter sur son collègue quoi qu'il soit. Et donc, le collègue doit être en cohésion, doit être en soutien, quoi qu'il se passe avec celui qui fait un métier de danger comme soi-même, même s'il déconne. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème d'omerta dans la police. C'est que vous ne trouverez quasiment jamais un policier qui va témoigner que l'un de ses collègues a tenu des propos racistes, quand bien même ces propos racistes seraient contre le collègue lui-même. Et donc, il y a un problème de regard extérieur. On est sur un corps qui est replié sur lui-même et qui, dès qu'il est d'ailleurs critiqué, dès qu'il est interrogé, se comporte comme une citadelle assiégée. Et on voit bien comment, à chaque fois qu'il y a une critique, c'est « Ah, mais vous êtes contre la police ». Moi, je ne suis pas contre la police. On dit, nous, à SOS Racisme, on n'est pas du tout contre la police. On dit, moi, je suis très content qu'il y ait des personnes qui nous protègent contre la violence, contre les vols, etc., etc. Bien sûr que je suis très content qu'il y ait une police. Et d'ailleurs, je préfère qu'il y ait une police parce que s'il n'y a pas de police, ça veut dire qu'il y a des milices. Et les milices, là, pour le coup, il n'y a aucune garantie. Par contre, il est normal que ce corps soit un corps qui est irréprochable, et d'autant plus irréprochable que ça n'est pas n'importe quel corps. C'est un corps qui a une capacité, par la loi, à infliger des contraintes aux citoyens en termes de contrôle, en termes d'arrestation. Bon, voilà. Et que donc, à un moment donné, on n'est pas sur n'importe quel corps et que ce corps doit être interrogé, quand bien même ce serait désagréable d'être interrogé. Et on voit bien, parce que votre question de l'IGPN, elle est liée, c'est que l'IGPN est lui-même pris dans est elle-même prise dans cette logique de corporatisme. En fait, on voit bien que l'IGPN peut être très, très dur contre des policiers qui vont être accusés de corruption, qui vont être accusés de dégradation de matériel, etc. Alors là, ils vont se faire cartonner la tête par l'IGPN. Ça, c'est vrai. Mais dès qu'on est sur une problématique de relation entre la police et les citoyens, ou les problèmes entre collègues sur des faits de racisme, alors là, il y a une défaillance totale. Et c'est pour ça que nous réclamons qu'il y ait un autre corps d'inspection qui soit créé, ou un autre corps d'inspection qui gère spécifiquement des problèmes dont on voit qu'ils ne sont pas traités. Et je pense qu'il faut quand même dans notre pays qu'on fasse preuve d'une maturité par rapport à ces sujets. Il y a d'autres pays qui ont des problèmes de racisme dans la police ou de violence qui ne sont pas forcément racistes d'ailleurs. Les Gilets jaunes, on était sur des cas de violence mais qui ne relevaient pas du racisme a priori.
Ben, ces pays ont travaillé. En Grande-Bretagne, par exemple, il y a eu le rapport Macpherson en 1997 qui a travaillé sur ces sujets et qui a fait évoluer la structuration de la police. Vous remarquerez que la Grande-Bretagne est toujours debout, qu'elle n'a pas sombré dans la mer du Nord. Cet été, par exemple, la Grande-Bretagne, suite au mouvement, aux différentes manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd, la police elle-même a annoncé qu'elle allait faire une enquête pour savoir si elle n'était pas discriminante dans ses comportements. Vous remarquerez que la Grande-Bretagne est toujours là. Certes, il y a eu le Brexit, bon, très bien, mais enfin bon, en tout cas, la Grande-Bretagne, elle est toujours là. Elle n'a pas été submergée par les flots et il n'y a pas des hordes de barbares et de sauvages qui, entendant cela, ont rompu l'ordre public en se disant que c'était open bar. Et donc, c'est quand même très étonnant de voir comment nous sommes dans notre pays sur un manque de maturité stupéfiant dès qu'on parle de la police nationale. Je suis moi-même fonctionnaire d'État, je suis enseignant. Excusez-moi, quand on voit des groupes Facebook, on a 8000 policiers, 8000, et un autre de 9000, alors on peut penser que c'est en grande partie les mêmes, j'espère d'ailleurs, qui tiennent des propos racistes, qui en publient, qui commentent, qui likent, qui partagent ou qui ne disent rien. Je veux dire, en équivalent de taille de corps, puisqu'il y a beaucoup plus d'enseignants que de policiers, c'est comme si on avait trouvé un groupe Facebook avec 70 000 enseignants échangeant des propos racistes, likant des propos racistes, commentant de façon raciste, avec toute une série de gens qui ne disent rien, qui sont là en spectateurs. Imaginez le scandale que ça aurait provoqué dans le pays. Imaginez le scandale, à juste titre d'ailleurs. Là, on a des syndicats de policiers, un ministre, un premier ministre, un président. Non, pas du tout, il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème. Il y a un problème. Et le moins que l'on puisse devoir aux citoyens, c'est de dire que la question de la police et du maintien de l'ordre fait partie du débat démocratique et qu'il n'y a pas d'exception à avoir pour la police. J'en sais quelque chose. Je disais, je suis enseignant. Vous voyez bien que les gens ne se gênent pas pour avoir un avis sur l'éducation nationale. Et que d'ailleurs, imaginez des enseignants qui diraient « ça suffit maintenant que les gens qui ne sont pas enseignants viennent parler de notre corps et de l'éducation nationale ». Les gens diraient « mais vous avez fumé la moquette ?» Par contre, c'est ce qui se passe sur la police. Et là, il y a un problème démocratique sérieux. Quand on est devant un corps d'État qui est dysfonctionnel, la maturité d'un pays, c'est de traiter de ce qui est dysfonctionnel pour aboutir à une situation où la déontologie est pleinement respectée. D'autant plus, et j'en terminerai là, c'est que cette situation qui crée évidemment des injustices et des sentiments d'injustice est une situation qui met tout le monde mal à l'aise. D'abord, ceux qui ont peur d'être victimes de cette injustice-là ou de violences potentielles de la part des forces de l'ordre, ce qui est très grave, ceux qui le seraient, et de l'autre côté, les policiers qui sont eux-mêmes dans une situation, j'allais dire quasiment de confrontation. Hein, je disais la citadelle assiégée, mais qu'est-ce que c'est qu'un pays dans lequel les membres des forces de l'ordre se vivent comme étant dans une citadelle assiégée? On est là dans une impasse totale. Il n'y a aucune raison pour que les citoyens ou qu'une partie des citoyens, substantielle en tout cas, soient en désamour vis-à-vis des membres des forces de l'ordre. Pourtant, c'est en partie ce qui se passe dans notre pays, ça n'est pas normal, et ça n'est pas en étant dans le déni des problématiques que l'on arrivera à améliorer la situation. Merci pour votre réponse. Alors, puisque la police fait partie du débat démocratique, pour reprendre votre propos, difficile dans ce contexte de ne pas évoquer la loi sur la sécurité globale. La liberté d'expression, mais aussi la lutte antiraciste au sein même des forces de l'ordre, n'est-elle pas mise en danger avec le controversé article 24 de la loi sur la sécurité globale qui a fait couler beaucoup d'encre, interdisant la diffusion d'images permettant l'identification de policiers ou de gendarmes? SOS Racisme s'est prononcé contre cette loi et contre notamment cet article. Il y a d'autres problèmes, mais notamment cet article, pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, l'article n'interdit pas de filmer, il interdit de diffuser si l'intention est malveillante. Mais quel est le problème qui est posé? D'abord, le ministre de l'Intérieur a passé son temps à expliquer qu'il voulait interdire le fait de filmer les policiers. Donc, il a introduit le trouble. Le deuxième élément, c'est que le signal qui est envoyé est un signal qui peut, à un moment donné, poser un problème. C'est que ça peut créer de l'autocensure. Si on risque lourd en diffusant des images à
est très mal définie. L'intention malveillante, qu'est-ce que ça veut dire en droit? Enfin, je ne sais pas si vous faites du droit, mais on voit quand même le problème qui est posé d'avoir des lois qui soient ainsi rédigées, d'autant plus qu'il y a déjà dans le code pénal des dispositions qui font que si vous mettez en danger la vie de quelqu'un, de fait, vous êtes puni par la loi. Donc, si vraiment cette loi est ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau au droit actuel, au code pénal actuel? Je ne vois pas très bien. Ou alors, c'est autre chose. Et cette autre chose, il est très inquiétant. Et quand il y a l'ONU, l'Union européenne, toute une série de rédactions de journaux, beaucoup d'ailleurs, et d'associations de défense des droits de l'homme qui disent « écoutez, il y a un problème », peut-être qu'il est bien d'écouter ce qui est dit et de se dire que oui, il y a un problème en fait. Donc je pense qu'on est sur une problématique dans laquelle, en réalité, ce qui me semble être là, d'ailleurs, assez lamentable, c'est que les questions de violence policière et de racisme dans la police sont souvent dévoilées parce qu'il y a des films. Nous avons fait un très gros appel. Nous avons initié un très gros appel suite à l'histoire du Bico à l'île Saint-Denis, où on entendait des policiers qui disaient d'un Égyptien qu'il était un Bico et faisaient des blagues sur le fait que les Bicos ne savaient pas nager. Tiens. Imaginez que cette scène n'ait pas été filmée. Qu'est-ce qui serait passé? D'abord, l'Égyptien en question jamais n'aurait été porté plainte, déjà pour commencer. Imaginons qu'il porte plainte, que sa plainte est reçue. Les policiers vont dire « c'est faux, nous sommes des personnes assermentées, nous demandons à la justice de ne pas faire droit à ce qui est dit par cet individu ». Ce qui aurait été le cas, parce qu'entre plusieurs personnes assermentées et une personne qui dit qu'elle a, est la parole d'une personne isolée, c'est parole contre parole avec plutôt les personnes qui sont assermentées. Et je pense même que si une personne avait porté plainte sans film à l'appui, je pense qu'elle aurait été condamnée pour diffamation par la suite. Donc c'est un problème, c'est parce que ça a été filmé qu'il y a la révélation sans ambiguïté de la nature de ce qui s'est passé. Et on a vu plusieurs affaires comme ça où c'est confronté au film, confronté à la vidéo ou à des audios que les membres des forces de l'ordre ont dû reconnaître qu'elles avaient effectivement commis un délit et qu'elles avaient essayé parfois d'ailleurs de maquiller ce délit, comme dans une autre affaire, mais bon, je ne vais pas parler de toutes les affaires de ce qui a été filmé ces derniers mois ou ces dernières années. Donc, il y a un devoir d'information qui doit être préservé pour la presse. Il y a un travail de vigilance citoyenne qui est utile et qui permet de faire avancer le débat. Si ensuite il y a des personnes qui sont dans le fait de mettre en danger des membres des forces de l'ordre en balançant leurs photos et en demandant ouvertement ou de façon plus ou moins grossière ou hypocrite de s'en prendre à ces personnes, eh bien ces personnes doivent être poursuivies par la justice et doivent être condamnées par la justice. Mais comme le permet le code pénal déjà aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup, Dominique Sopo. Sur un autre terrain, la haine en ligne, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, est aujourd'hui plus que jamais en expansion. Elle prolifère toujours aussi dangereusement et l'assassinat tragique de Samuel Paty en est sûrement une des conséquences les plus révoltantes. Pourtant, on sait aussi que les réponses du gouvernement et du législateur sont loin, très loin de satisfaire l'opinion publique. Alors, comment lutter contre cette haine en ligne? Avez-vous des idées ou des critiques à faire à cet effet? Oui, nous avons émis toute une série de propositions avec l'UJF, avec la LICRA, avec le MRAP, avec J'accuse, avec SOS Homophobie aussi, sur ce qu'il fallait faire en termes de haine en ligne. Nous demandons, notamment, depuis de nombreuses années, que les plateformes aient déjà des personnes vers qui se tourner avec une responsabilité juridique lorsqu'il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué. Bon. Deuxièmement, nous sommes dans une réflexion avec les organisations que je viens de citer pour faire en sorte de lever l'anonymat.
est-ce qu'il y aura un moyen de lever l'anonymat, c'est-à-dire non pas que les gens ne puissent pas agir sous pseudonyme, que les gens agissent sous pseudonyme, elles font ce qu'elles veulent, les personnes, mais que lorsque l'on s'inscrit sur la plateforme, on doit laisser son identité à un endroit qui ne serait pas forcément au niveau de la plateforme, parce que c'est une entreprise privée, à la rigueur, peut-être qu'il faut que ce soit un organisme public qui centralise cela, pourquoi pas, mais qu'on puisse retrouver la trace aisément des personnes qui sont auteurs de crimes ou de délits à travers leurs propos sur les réseaux sociaux, et que les gens se disent qu'ils ne peuvent pas impunément déployer la haine sur les réseaux sociaux. Mais bien évidemment, vous savez, on dit beaucoup les réseaux sociaux, mais bon, quand je vois ces news, ce n'est pas des réseaux sociaux, ces news, c'est une chaîne avec des journalistes, et on est en train de voir dans notre pays l'émergence de Fox News, en fait. Alors, Fox News du pauvre, évidemment, bon, c'est comme ça. On a le droit à Pascal Praud, bon, genre comme ça. Mais c'est quand même Fox News. Et d'ailleurs, c'est assez ouvertement revendiqué par la chaîne et par le groupe. Et donc, on voit bien comment, indépendamment même des réseaux sociaux, il y a aussi des médias dits traditionnels, d'une certaine façon, avec des animateurs, avec un code de déontologie, qui vont s'adonner à des logiques d'excitation constante du débat public et j'allais dire du débat public, plutôt un effondrement du débat public. Parce que souvent, ce qui est mal compris, ils disent oui, mais vous ne voulez pas discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Moi, je m'en fiche d'avoir des débats avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais quand c'est un débat, à part que là, ça n'est pas du débat. Parce que pour qu'il y ait un débat, il y a des prérequis à un débat, et notamment un prérequis du rapport au réel. Comme je dis souvent, si vous aviez mis face à face Adolf Hitler et Primo Levi, je suis sûr que Adolf Hitler gagne à tous les coups contre Primo Levi. Alors ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais parce qu'en fait, on n'aurait pas été dans les conditions d'un débat. Et que donc, il faut arrêter de faire passer pour un débat ce qui ne relève pas du débat. Quand vous avez des gens qui organisent le mensonge, l'excitation des passions, on n'est pas dans du débat, on est dans autre chose qu'on fait passer pour du débat. Encore une fois, moi, je suis assez peu pour l'interdiction de chaînes de certains individus, mais par contre, ce contre quoi je suis, c'est que des individus soient mis en situation d'autorité parce qu'ils sont ils sont mis en situation d'autorité parce qu'ils sont chroniqueurs ou parce qu'ils sont présentateurs. Et là, je parle notamment de la place d'Éric Zemmour, par exemple, sur CNews, ou la place qu'il avait auparavant chez Ruquier dans On n'est pas couché, il y a quelques années. Donc voilà, ça n'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si tout cela était neutre, parce que à travers ce type de dispositif, on donne une audience et une légitimité à des discours de haine qui, d'ailleurs, vont venir créer une boucle avec les réseaux sociaux, et où finalement un média traditionnel vient lui-même impulser dans les réseaux sociaux ce qui est déjà latent dans les réseaux sociaux, à savoir l'expression d'une forme de parole brutale, immédiate, passionnelle, qui laisse des traces et qui va à chaque fois être un point d'appui pour que d'autres types de propos viennent se rajouter. Donc voilà, des propositions sur les réseaux sociaux en termes légaux, en termes de régulation des réseaux sociaux, qui aujourd'hui est une régulation très défaillante, mais également quand même des points d'interrogation très sérieux sur les médias traditionnels et sur peut-être aussi la capacité du CSA de parfois mettre aussi un terme ou de faire des vraies suspensions d'antenne, parce que quand je vois qu'il y a une convention entre le CSA et CNews dans lequel il a notamment écrit la défense de la dignité des personnes, la promotion de la lutte contre les discriminations, etc. Et quand on voit ce qu'est cette chaîne, et le pluralisme des opinions, et quand on voit ce qu'est cette chaîne, on voit bien que finalement, on est face à des tigres de papier aujourd'hui, et qu'il y a un problème dans la capacité de ce qu'on appelle le gendarme de l'audiovisuel à faire respecter des conventions qui, finalement, aujourd'hui, peuvent être assez allègrement violées sans que cela n'entraîne aucune conséquence pour la chaîne qui se comporte ainsi.
Merci beaucoup pour votre réponse qui d'ailleurs appelle la question suivante. Si la liberté d'expression est devenue en quelque sorte le bouclier du racisme et des discours racistes, la loi de 1972 permet pourtant de poursuivre les auteurs de tels propos. Mais cela n'a pas empêché à des Le Pen, à des Soral, à des Zemmour même, puisque nous parlions de CNews, qui a déjà été condamné, de récidiver malgré leur condamnation. Quels moyens reste-t-il alors, selon vous, pour lutter contre ces discriminations à grande écoute? La révolution. Mais bon. Mais en attendant, contre ces phénomènes, évidemment, vous savez, on est un peu sur ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, c'est qu'en fait, il y a un côté, en fait, on n'en a rien à foutre. On est condamné, ça devient même une médaille d'être condamné. Et je rappelle d'ailleurs que Éric Zemmour a été embauché à CNews suite à ses propos à la convention de la droite, qui était d'une particulière violence et qui était quasiment un appel aux ratonnades contre les populations arabo-musulmanes, grosso modo. Donc, c'est quasiment parce qu'il a tenu ce discours-là qu'il a été embauché, qui est un discours dont on savait parfaitement qu'il allait entraîner une condamnation, Bien. De quoi dispose-t-on comme moyen? On dispose comme moyen le fait de pointer l'indignité de cette chaîne. On dispose comme moyen le fait de moi je boycotte cette chaîne, CNews. Bon, ça ne les gêne pas trop parce que je pense qu'ils ne comptaient pas m'inviter de toute façon, vu comment évoluer cette chaîne. Enfin, encore que si, de temps en temps, ils ont besoin quand même de noirs et d'arabes pour faire style. Aucune couleur n'est interdite sur nos antennes. Mais enfin, bon, quand même, globalement, je ne pense pas que ça leur fasse un gros problème que je boycotte cette chaîne. Bon, voilà. Donc, mais on peut aussi inciter les autres responsables politiques ou intellectuels à dire mais qu'est-ce que vous allez faire sur cette chaîne? Parce que vous la nourrissez d'une certaine façon. Alors là, ce serait évidemment compter sur la morale des gens. Bon, c'est toujours un peu compliqué de compter que sur la morale des gens, notamment des gens qui ont des impératifs d'apparition médiatique. On peut aussi se faire en sorte, je disais tout à l'heure, que les conventions qui sont signées par les chaînes donnent lieu à davantage de sanctions. On peut aussi faire en sorte de faire du buzz de façon constante pour que le débat continue, pour que tout cela ne se banalise pas. Ce que fait par exemple un groupe comme Sleeping Giants en demandant aux annonceurs de ne pas financer, de ne pas mettre de publicité, de ne pas donner d'argent aux médias qui propagent la haine. Ça a eu beaucoup de succès aux États-Unis, beaucoup moins en France, mais on a vu récemment Decathlon qui a suspendu ses publicités à CNews et qui a dû se priver, a-t-on appris stupéfait, d'une cliente appelée Nadine Morano, qui donc n'achètera plus ses haltères et ses baskets à Decathlon. Bon, c'est ainsi, mais en tout cas, Decathlon a quand même fait ce geste. Et le dernier élément, c'est de se dire qu'en fait, les solutions juridiques ou judiciaires, je le rappelle, sont des solutions imparfaites. Si CNews s'engage dans cette voie, c'est parce que CNews sait parfaitement que ça n'est pas suffisamment disqualifiant de s'engager dans cette voie. Et que donc, il y a une réceptivité dans la société française à ces discours, qu'il y a une réceptivité à la victimisation qui va être assez typique des mouvements d'extrême droite ou d'un public extrémisé autour des sujets de l'immigration, du grand remplacement, etc. Donc en fait, il y a aussi un combat politique dans la société. Il faut aussi voir CNews comme un symptôme. Ici, j'allais dire CNews, c'est Bolloré. On est sur quelque chose qui est un calcul économique, qui est un calcul financier. Il y a un créneau à prendre et ce créneau, on va le prendre sans honte. Et c'est ce que fait cette chaîne depuis plusieurs mois. Donc, encore une fois, il y a aussi tout ce travail sur la société à réaliser pour qu'il soit disqualifiant dans la société de se comporter de la sorte avec un tel degré de cynisme et avec des conséquences aussi délétères dans la société française. Merci Dominique Sopo. Il y a plus spécifiquement à l'université, et je pensais à une phrase d'un philosophe qui disait
le cauchemar du racisme, son seul ennemi et son antidote, c'est la mixité. Pourtant, on assiste à Paris 1, dans notre université, à certaines réunions en non-mixité d'organisations qui se disent pourtant antiracistes. Alors, quel regard portez-vous sur cette nouvelle tendance spécifiquement à l'université? Je vous remercie. Alors, oui, on dit SOS Racisme est évidemment opposé à des réunions en non-mixité, notamment lorsqu'elles sont appelées publiquement. On peut penser que lorsque l'on est victime de traumatisme, il faut parfois se réunir entre traumatisés. Et on voit bien comment, par exemple, si des femmes doivent parler de viol, évidemment, c'est mieux qu'il n'y ait pas un homme dans la pièce, parce que ça peut bloquer la parole. Nous travaillons avec des associations qui, par exemple, réunissent parfois des descendants d'esclaves, parce qu'il y a quelque chose qui est de traumatisme extrêmement lourd, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais ce sont des traumatismes très, très lourds. Donc, évidemment que l'on peut, notamment dans un but thérapeutique, faire en sorte que des personnes se réunissent sur des bases de la communauté du trauma, premièrement. On peut aussi, évidemment, assez facilement en France, se réunir sur une base de non-mélange à titre privé. Rien n'empêche de faire une organisation de l'Union des étudiants juifs de France. On peut penser qu'a priori, il y aura beaucoup de juifs à l'intérieur, peut-être même que des juifs. Mais, à ce que je sache, c'est une autre question d'appeler à des réunions publiques où l'on va dire que tout le monde n'est pas le bienvenu. Alors ça, c'est autre chose. Là, on bascule dans autre chose. Ça n'est ni du privé, ni du thérapeutique. On est dans le politique et dans le public. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, si on suivait cette logique, il y aurait le risque finalement d'être dans une inversion totale où l'espace politique et public serait l'espace de la ségrégation et où, pour se mélanger, quasiment, il faudrait qu'on le fasse dans notre salon à titre privé, où ça deviendrait suspect de se mélanger. Attention, parce que l'antiracisme, c'est la conquête de la rencontre de l'autre sur un pied d'égalité. C'est ça l'antiracisme. Et qu'il y a là quelque chose de très perverti dans l'espace public d'appeler publiquement à des réunions séparées. Je suis totalement opposé à ce type de dynamique, quand bien même, encore une fois, on peut parfois avoir envie de se réunir, de discuter entre personnes qui ont un trait commun. Évidemment, mais tout le monde fait ça dans sa vie quotidiennement, des discussions privées, dans des cadres associatifs, etc., mais pas dans des réunions publiques. Là, il y a quelque chose qui est, j'allais dire, profondément problématique et qui ne permet pas, de mon point de vue, d'aboutir à des progrès en matière d'égalité. Voilà. Voilà, en quelques mots, je ne sais pas si ça répond à votre question, si j'ai été assez clair sur le sujet. Très clair, très clair. Alors, j'invite tous les auditeurs qui nous regardent à poser leurs questions dans le chat. Une première question qui nous vient donc du public, que je vous lis. Quelle réponse à un discours antiraciste qui, loin des valeurs universalistes françaises, se tourne de plus en plus vers une vision essentialisante du combat contre le racisme? L'auditeur précise, importation d'une vision anglo-saxonne. Je vous remercie. Oui, alors d'abord, il faut, je pense aussi, il faut éviter deux choses. Il faut éviter d'être pris dans les phénomènes de mode. J'ai bien vu les excitations autour du mois de juin où le fait qu'il y ait quelques milliers de Noirs venus des banlieues qui franchissent le périph' a provoqué manifestement une grande peur pour les gens qui habitaient près des grands boulevards. Bon, j'entends bien, mais bon, ainsi, parfois ça m'amuse un peu, la façon dont les gens réagissent. Il y a effectivement, depuis plusieurs années, quelque chose qui est de vouloir plaquer, mais ce n'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé dans l'antiracisme, ou dans les gens qui se réclamaient de l'antiracisme, et on trouve ça déjà à l'époque de Martin Luther King, dans des mouvements autour, par exemple, des Black Panthers aux États-Unis,
Bon, très bien. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, il n'y a rien de très nouveau. Il ne faut pas non plus forcément en exagérer j'allais dire, le caractère majoritaire. Il y a une force de ce type de mouvement dans le monde dans lequel on vit, c'est que c'est un mouvement qui, évidemment, on appelle à la passion, on appelle à la colère. Et il y a plein de raisons d'être en colère lorsque l'on est dans une société victime de racisme, de discrimination, de propos, de regards malveillants, évidemment, à part que la colère n'est pas une politique. Bon, donc évidemment, sur des plans circonstanciels, sur des moments, on va voir que ce type de discours va pouvoir avoir une certaine force, mais encore une fois, il ne faut pas être non plus dans des illusions d'optique. Le deuxième élément, c'est sur la question de l'universalisme. Ça dépend ce qu'on appelle universalisme. Nous sommes très universalistes à SOS Racisme, et pour nous, l'universalisme, ce serait que tout le monde doit lutter contre le racisme, quelles que soient ses origines, puisque tout le monde est concerné et qu'il n'y a pas de gens qui auraient le droit et d'autres pas le droit de lutter contre le racisme. Tout ça me semble être parfaitement problématique, d'autant plus que nous sommes tous concernés par le racisme, puisque le racisme, c'est un problème relationnel. Dans la relation, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par la lutte contre l'antisémitisme, tout le monde est concerné par la lutte contre l'homophobie, tout le monde est concerné par la lutte contre le sexisme. Évidemment, tout le monde n'a pas la même expérience, ça il faut l'entendre. C'est qu'on ne peut jamais totalement se mettre à la place de l'autre. Évidemment, on ne peut, si on n'est pas noir, on ne peut pas totalement se mettre à la place du noir. On peut avoir une empathie, on peut imaginer ce qu'il vit, mais on ne le saura jamais totalement puisqu'on n'est pas à sa place. Si on n'est pas un rescapé de la Shoah ou un descendant de rescapé de la Shoah, on ne peut pas totalement se mettre à sa place, puisque qu'est-ce que ça fait d'être un descendant de rescapé de la Shoah? C'est une expérience intime que l'on ne peut pas vivre si on n'en est pas un. Donc il y a quelque chose qui est de l'empathie, mais qu'est-ce que ça veut dire être descendant d'esclaves? Si on ne l'est pas, évidemment que c'est compliqué de savoir ce que ça veut dire être descendant d'esclaves sur le plan intime. Donc évidemment qu'on ne peut pas se mettre totalement à la place de l'autre. Mais le fait de ne pas pouvoir se mettre totalement à la place de l'autre, en quoi ça interdirait de mener des combats pour l'égalité? Parce que c'est de ça dont il s'agit. On est en train de parler de combats pour l'égalité. Donc si les combats pour l'égalité doivent être menés, ils doivent être menés avec les fronts les plus larges possibles. Et moi, vous savez, je me méfie beaucoup de ces tendances, effectivement, qui vont dire les Noirs doivent lutter pour les Noirs parce que c'est eux qui doivent lutter pour eux-mêmes, tout ça, etc. À la fin, on va dire ça pour les Noirs, pour les Juifs, pour les Arabes, etc., etc. Mais à la fin, j'y vois aussi une forme de désintérêt pour les autres. C'est que quand j'entends des personnes qui ne sont pas noires et qui disent ça, j'ai envie de leur dire, bon, en fait, tu joues au radical, mais en fait, t'en as rien à foutre des Noirs. Parce qu'en fait, en disant ça, t'as plus à t'en occuper. En vrai, non, moi, je vais pas prendre la place des autres, je vais rester chez moi parce qu'en fait, c'est à lui de lutter. Bon, de temps en temps, j'irai en deuxième ligne dans une manif pour montrer que je suis là, mais sinon, pas plus. C'est étrange quand même comme type de réflexion. Donc moi, je suis très content quand il faut lutter contre le racisme anti-noir ou n'importe quelle autre forme de racisme, qu'il y ait des gens qui ne soient pas des groupes visés, qui soient présents pour dire « stop, ça suffit ». Voilà. Et je pense que, par exemple, des très belles images que l'on peut voir du mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est dans les sit-ins, ces manifestations d'étudiants qui rentraient dans les endroits interdits aux Noirs. Eh bien, il y avait des Noirs et des Blancs qui, ensemble, allaient s'asseoir au comptoir pour dire « on va s'asseoir ici ensemble pour vous emmerder jusqu'à temps que la loi, elle change ». Ça, pour moi, c'est du combat antiraciste. Alors, évidemment, certains vont dire « oui, mais s'il y a des Blancs, c'est eux qui prennent la place et qui empêchent les personnes directement concernées de lutter ». Bon, certains disent ça même de SOS Racisme. Je pense notamment à une journaliste habituée à des sorties approximatives qui disait que SOS Racisme était une association d'intellectuels blancs. Bon, vous regarderez, alors sur le côté intellectuel, j'espère qu'on peut me l'affecter, mais en fait, c'est étrange que les gens, une fois que vous n'êtes pas d'accord avec eux, disent que vous êtes blanc. C'est étrange, mais c'est interrogeant quand même. Des gens qui se comportent comme s'il y avait un bureau de certification de la couleur de peau en fonction de ce qu'eux estimaient
être la personne qui avait le droit de se réclamer de telle ou telle couleur de peau. Après, pour terminer sur cette réponse, il faut aussi se méfier de toute cette tendance qui consiste à dire « mais en fait, l'antiracisme, il est pourri. L'antiracisme, il y a un problème d'universalisme. Dans ce pays, il y a un problème de racisme et de discrimination. Il y a des gens qui luttent plus ou moins bien, mais le fait qu'il y ait des gens qui luttent de façon que l'on conteste, de façon contre-productive ou de façon dangereuse, ne vient pas obérer la nécessité de lutter contre le racisme. Et d'ailleurs, il y a une association qui est sur les lignes de l'universalisme, qui est SOS Racisme. Je vois aussi parfois beaucoup de gens qui sont critiques des mouvements indigénistes en disant « Ah, mais l'antiracisme, c'est bien quand c'est universaliste ». C'est marrant, ces gens, je ne les vois pas beaucoup dans les combats antiracistes non plus. Et je vois toute une série de personnes qui sont sur ces positions-là, mais où sont-elles ces personnes dans les combats antiracistes? Donc en fait, il y a parfois aussi une parole faussement navrée des dérives de l'antiracisme. Je pense que si on veut s'engager dans l'antiracisme sur une base universaliste, il y a des associations qui existent et il suffit de pousser la porte et de prendre son adhésion et de venir militer. Et je pense que plutôt que de se plaindre qu'il y a dans l'antiracisme des personnes qui ne seraient pas universalistes, eh bien, il faut venir militer avec les universalistes. C'est encore la meilleure des réponses à apporter. Merci beaucoup, Dominique Sopo, pour cette question, pour cette réponse. Une dernière question nous vient à l'instant du chat. Que pensez-vous des questions donc, autour du racisme anti-blanc? Comment SOS Racisme se positionne sur ces questions? C'est vrai, finalement, quelle lecture, vous, Dominique Sopo, au fond, proposez-vous de ce concept? Oui, c'est une vieille question, puisqu'en fait, le concept de racisme anti-blanc est un concept qui vient de l'extrême droite, je tiens quand même à le faire remarquer, qui n'est pas nouveau, puisqu'en fait, dans les années 80, il y avait déjà les concepts de racisme anti-chrétien ou de racisme anti-français, qui étaient notamment portés par la Griffe, qui était la tendance catholique intégriste qui a passé ces années, d'ailleurs, à faire des procès à Charlie Hebdo, qui était dirigé par Bernard Antony, qui était un élu du Front National dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon, si j'ai bonne mémoire. Et donc, en fait, il faut bien voir la perversité de cette thématique. C'est-à-dire qu'en fait, cette question du racisme anti-français ou du racisme anti-chrétien est une thématique qui ne vise pas à dire il y a des personnes qui pourraient être victimes de haine parce qu'elles sont françaises, parce qu'elles sont blanches, parce qu'elles sont chrétiennes. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de, je veux dire, évidemment qu'il n'y a pas de frontière à la haine et que les haines, ça peut marcher dans tous les sens. Mais que vient dire ce concept en réalité sur le plan historique? Il vient dire, attention, il y a des gens qui se plaignent du racisme anti-noir ou anti-arabe. Mais en fait, le problème est de l'antisémitisme. Le problème, ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme que subissent les Noirs, les Arabes ou les Juifs. Le problème, c'est que les Français, les Blancs chrétiens, dans cette conception-là, ont été bien naïfs d'ouvrir leurs portes et qu'aujourd'hui, sur leur territoire, ils sont mis en coupe réglée par des populations d'origine immigrée. Et que donc, le vrai racisme dans le pays, ça n'est pas le racisme que subiraient les Noirs, les Arabes et les Juifs, ce serait les agressions, le racisme qui viendrait des Noirs et des Arabes vis-à-vis de ces braves Français blancs qui sont mis en coupe réglée depuis des décennies et qui doivent se taire et qui doivent faire silence et baisser la tête parce qu'en fait, on n'est plus chez nous. C'est ça toute la logique qu'il y a derrière. Alors, évidemment, je tiens à rappeler que lorsque nous sommes en France, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont discriminées parce qu'elles sont blanches quand elles vont chercher un emploi, un logement ou qu'elles veulent rentrer dans une boîte de nuit. Alors, évidemment, on pourra toujours trouver une boîte de nuit antillaise qui fait de la discrimination contre les blancs. Ça peut exister, certes. Bon, mais soyons sérieux, en fait. Le problème qui existe, c'est que en termes de discours public ou en termes de pratiques discriminatoires, il y a bien, et d'ailleurs pas par vertu, je vais y revenir tout de suite, il y a bien une problématique vis-à-vis de certaines populations qui sont des populations minorisées. Alors, et je disais, ce n'est pas par vertu, ce n'est pas que les Noirs et les Arabes
auraient une vertu supérieure aux autres, c'est qu'ils ne sont pas en situation de discriminer. Qui sont les chefs d'entreprise? Qui sont les patrons de discothèques? Qui sont les personnes qui ont le plus de logements? Ben voilà, enfin, je veux dire, il y a des logiques structurelles. Et d'ailleurs, c'est marrant cette question sur le racisme anti-blanc. Hein, c'est des gens qui disent, mais enfin, il faut lutter contre le racisme anti-blanc, il faut faire en sorte que l'antiracisme soit universel, etc., que tout le monde doit être défendu. Ben, très bien, mais ces gens, c'est marrant, je ne les vois jamais monter d'organisations antiracistes qui luttent sur tous les plans, parce que manifestement, ça les intéresse beaucoup, mais qu'ils créent des associations, on verra ce qu'elles font dans ces associations, et on verra si ces personnes défendent les Noirs, les Arabes et les Juifs. Si c'est vraiment ça dont elles sont porteuses au fond d'elles-mêmes, ces personnes, qu'elles le fassent, et on verra ce que ça va donner. Ben, à mon avis, ça ne va pas être très ragoûtant. Et dernier élément, c'est que quand il y a des groupes minorisés, ben, on s'intéresse évidemment principalement aux groupes minorisés. Parce que cette question sur le racisme anti-blanc, c'est comme si on disait, parce que parfois il faut penser un peu par analogie, mais attendez, en fait, moi je veux bien qu'on nous parle d'antisémitisme, c'est très sympathique, mais est-ce qu'on pourrait parler quand même de ces juifs qui, n'aiment pas les chrétiens, n'aiment pas les chrétiens quand même, c'est un problème dans ce pays. Il y a, pardon de quoi vous parlez, mais en fait, un peu de décence. Vous allez bien trouver des juifs qui n'aiment pas les chrétiens, hein, vous allez en trouver, ça c'est dire sans aucun problème, sans aucun doute. Ou, si on sort du champ de l'antiracisme, prenons la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Sur les violences conjugales, il y a bien des hommes qui se font frapper par leurs femmes, ça existe, des hommes qui se font frapper par leurs femmes. Est-ce qu'on pense à reprocher à une organisation qui travaille dans les violences conjugales faites aux femmes de ne pas s'occuper des hommes qui sont victimes de violences conjugales? Ben non, en fait, non. Parce qu'en fait, on voit bien que le problème, et pourtant, il y a bien des hommes qui sont, encore une fois, il y a des hommes qui sont frappés par leurs femmes, ça existe, et c'est très douloureux. C'est des situations tragiques. Mais on voit bien que le problème social qui est posé, c'est bien un problème des violences des hommes vers les femmes. C'est ça le phénomène massif, qu'il y a à traiter, qui renvoie au patriarcat, etc. Bien. Donc, lorsque des personnes sont prises pour cible à raison de leur couleur de peau blanche, qu'on appellerait du racisme anti-blanc, c'est condamnable et ça peut faire l'objet d'une condamnation, bien évidemment, devant les tribunaux, d'ailleurs comme toute agression, quand bien même il n'y aurait pas la circonstance aggravante de racisme. Mais moi, j'entends souvent des gens qui, d'ailleurs, parfois appellent SOS pour faire des tests. Hein. Bon, ils ne sont pas très discrets parce que, je veux dire, ce n'est pas des gens qui sont toujours dans la grande finesse en disant « mais j'ai été victime de racisme anti-blanc, est-ce que SOS Racisme, vous allez me défendre ?» Bien sûr, envoyez votre dossier à notre adresse. On ne reçoit jamais de dossier. Donc voilà. Donc à un moment donné, cette question du racisme anti-blanc est une façon aussi, d'abord pour l'extrême droite d'être dans le renversement, qui est une figure classique de l'extrême droite. Hein. Ils se disent résistants. Hein. On peut dire, bah oui, bien sûr, vous êtes des nouveaux Jean Moulin, mais ça aurait été mieux d'être résistant en 40 au demeurant. Peut-être que ça aurait été plus utile à la France que de dire que vous êtes résistant aujourd'hui. Donc on est dans le renversement constamment des concepts, des mots et des positionnements historiques. Et il ne faut pas être dupe par rapport à ces dynamiques qui sont des dynamiques de haine, qui sont de dire de toute façon, il y a un problème avec les Noirs et les Arabes et on a bien raison de ne pas les aimer. Quand on est antiraciste, on n'ajoute pas la haine à la haine. Lorsqu'on est antiraciste, on travaille pour une société de l'égale dignité où chacun peut vivre dignement, sans craindre d'être traité différemment ou d'être maltraité parce qu'il est de telle ou telle couleur de peau ou de telle ou telle religion réelle ou supposée ou de telle ou telle nationalité. C'est ça l'antiracisme. Et lorsque l'on est antiraciste, on ne peut pas dire que l'on est antiraciste si au point de départ, on est porteur d'une malveillance. Si on est porteur d'une malveillance vis-à-vis de certains groupes, c'est qu'on n'est pas antiraciste, c'est qu'on est sur autre chose et qu'on est dans une hypocrisie en réalité d'un prétendu positionnement antiraciste. Moi, je ne suis pas malveillant, moi, je n'ai rien contre personne. Moi, je suis pour faire en sorte que chacun puisse vivre à égale dignité dans le pays, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, sa religion. Voilà, c'est ça l'antiracisme. Il y a quelque chose du vivre ensemble, de la bienveillance, du plaisir de pouvoir avoir confiance dans la figure de l'autre
quel que soit, encore une fois, le critère dont il est porteur, et de ne pas être traversé par des évitements, par des peurs, par des haines, et de se mutiler soi-même dans la rencontre de l'autre, parce que l'autre serait vu comme un autre dangereux, porteur de danger. C'est ça l'antiracisme. Les personnes qui viennent en beuglant de façon malveillante, évidemment, ne sont pas porteuses de cet esprit, elles sont porteuses d'exactement l'inverse de ce qui fait un antiraciste conséquent. Merci beaucoup, Dominique Sopo. Hélas, le temps file et donc je vais devoir vous laisser le mot de la fin. Avez-vous un message destiné à la jeunesse que nous sommes et qui vous entendez actuellement? Bon, un message à la jeunesse, je sais pas. D'abord, votez pour les listes de la FEDER dans les jours qui viennent et engagez-vous dans l'antiracisme parce que c'est un très beau combat, c'est un combat d'avenir, c'est un combat qui aujourd'hui est un combat qui est rendu compliqué par les multiples attaques et malveillances dont il est l'objet, mais je pense avoir montré que dans l'antiracisme, l'immense majorité des gens qui portent ce combat sont des combats qui se battent pour une très belle valeur, qui est celle de l'égalité, et se battent aussi pour quelques autres valeurs qu'on appelle la liberté et la fraternité. Voilà, c'est pas évident, mais en même temps, si c'est évident, il n'y aurait pas besoin de combattre. Donc c'est aussi quand les temps sont compliqués qu'on a besoin de gens pour venir nous aider, pour venir combattre, pour venir militer. Donc engagez-vous parce que la société de demain, c'est la société que l'on construit aussi dès aujourd'hui. Et il ne faut jamais laisser une société être traversée par les malveillances, être traversée par les haines, parce que lorsque ce sont les malveillances qui structurent les rapports entre les gens, ça peut avoir des conséquences cataclysmiques, catastrophiques qu'on ne maîtrise pas toujours. Et donc, c'est chaque jour qu'on construit l'égalité, c'est chaque jour qu'on construit le vivre ensemble. Et méfiez-vous des hypocrites, méfiez-vous de ceux qui vous entraînent dans des impasses, méfiez-vous de ceux qui appellent les jeunes à aller se battre contre d'autres jeunes en faisant d'ailleurs de la chair à canon. Nous, les jeunes, on les aime bien vivants et fraternels. Et donc, c'est le message que j'ai envie de donner. Et on peut même faire des groupes SOS Racisme sur les facs. Donc, s'il y en a qui sont volontaires, n'hésitez pas. C'est bien noté. Merci beaucoup, Dominique Sopo, pour cette conférence aussi intéressante que nécessaire. Vraiment, vous avez éclairé sur beaucoup de questions. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Merci à vous. Aussi aux associations organisatrices, à savoir Débattre en Sorbonne, l'UEJF ou encore la FEDER, Enfants de la République. Dernier mot pour dire aux étudiants de Paris 1, vous l'aurez compris, de vous mobiliser demain aux élections de Paris 1, qu'elles sont importantes pour vous et déterminantes pour votre avenir universitaire, qu'elles sont aussi importantes pour la communauté étudiante, puisque nous choisirons l'image et les moyens que mérite notre université. Alors, pour une université libre, laïque et républicaine, votez FEDER, Enfants de la République. Je vous remercie.